Regina se figea, tandis que le général 4 étoiles marchait droit vers elle. Les officiers blancs qui, depuis des années, passaient devant elle sans un mot, se redressèrent soudainement, sentant un changement qu'ils ne comprenaient pas. « Est-ce bien vous, lieutenant-colonel Tourneur ?» demanda le général en la saluant vivement. La serpillière tomba des mains de Regina, résonnant sur le sol en marbre de l'Académie militaire Saint-Vincent. Pendant un instant, plus personne ne bougea. Le silence se brisa comme du verre. Plus tard, une voix off le redirait sur un écran. Commentez d'où vous nous regardez et cliquez sur j'aime si vous avez déjà vu la dignité renaître des cendres de l'invisibilité. Regina avait passé 9 ans à arpenter les couloirs de Saint-Vincent comme femme de ménage, invisible aux yeux de presque tous. À 72 ans, elle avançait lentement, mais avec précision. Ses gestes étaient mesurés, efficaces. Ses mains, pourtant déformées par l'arthrite, se souvenaient encore de chaque manœuvre de combat, de chaque geste de premier secours, de chaque signal de commandement. Pourtant, personne à l'Académie ne savait qu'elle avait dirigé des troupes au Vietnam, sauvé des centaines de soldats. Pour eux, elle n'était que la femme qui arrivait à l'aube avec de l'eau de javel et des brosses. Les cadets la saluaient à peine. La plupart des officiers la traitaient comme un meuble. Certains, comme le capitaine Bourdon ou le commandant Élysée, jetaient leurs gobelets à ses pieds ou lui aboyaient des ordres comme si elle leur était subordonnée. Regina ne les reprenait jamais. Certains pensaient qu'elle n'avait pas dépassé le niveau collège. D'autres croyaient qu'elle n'avait jamais eu de vrai travail. Quand Élysée renversa exprès son capuccino dans le salon des officiers et lança « Zut! Quelqu'un nettoiera ça !» elle se pencha sans dire un mot. « Merci, ma belle, » ajouta-t-il. « C'est pour ça qu'on te garde. » Elle ne réagit pas. Les années de combat et les décennies de préjugés après sa libération de l'armée lui avaient appris la force du silence. Mais cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas en colère. Elle avait simplement appris à plier cette colère et la ranger comme un drapeau sur un cercueil. Le soir, dans son petit appartement au nord de Toulouse, elle lisait des livres d'histoire militaire à la lumière d'une vieille lampe. Ses possessions les plus précieuses, photos en noir et blanc, uniforme repassé avec insigne de lieutenant-colonel, médailles en bois sculptées à la main, restaient enfermées dans une armoire verrouillée à côté de son lit. Elle ne l'ouvrait jamais. Elle n'en parlait jamais. Il était devenu plus simple de laisser le monde oublier que de continuer à se battre pour qu'il se souvienne. Une seule personne avait vu au-delà du rideau. Malik Perrin, élève en 2e année, l'un des rares jeunes hommes noirs de Saint-Vincent, la saluait chaque matin. Parfois, il posait des questions sur son passé. Elle restait vague. Mais un matin, après une humiliation publique de plus de la part du commandant Élysée, Malik la trouva en train de récurer des marques noires près de la chapelle. Il se baissa à ses côtés. « Madame Tourneur, » murmura-t-il. « Comment vous faites pour supporter tout ça? Les regards, le ton, cette constante impression qu'on ne veut pas de nous. » Regina le regarda. Pour la première fois depuis des années, elle laissa filtrer un souvenir dans sa voix. « Tu sais qui tu es, mon garçon. Personne ne peut te l'enlever, sauf si tu le permets. Parfois, le silence est une force, mais parfois, il faut se lever et leur montrer ce qu'ils ont refusé de voir. » Malik hocha la tête, les mâchoires serrées. « On dirait que vous avez porté l'uniforme, » dit-il. Elle ne confirma rien, mais ses yeux en disaient long. L'Académie tout entière était en ébullition lorsqu'on annonça que le général d'armée retraité, Auguste Barre, allait venir pour une cérémonie en l'honneur des anciens combattants du Vietnam. En entendant son nom, Regina faillit lâcher son seau. Barre avait servi sous ses ordres en 1971. Elle l'avait tiré d'une rizière sous le feu ennemi. Pour la première fois en 9 ans, elle appela pour dire qu'elle était malade. Elle passa la journée à marcher dans son appartement. Ce soir-là, elle ouvrit enfin l'armoire, les photos, les médailles, l'uniforme. Tout était là, intact, mais chargé d'un poids terrible. Il y avait une photo de son unité, surnommée Escouade Fantôme. 12 soldats, majoritairement blancs, qui doutaient d'elle au début, mais qui l'avaient suivie jusqu'en enfer. Elle se souvenait de la mission comme si c'était hier. Hélicoptère abattu derrière les lignes ennemies, radio détruite, la moitié de ses hommes blessés.
Elle les avait menés à travers 35 kilomètres de territoire hostile, localisé un dépôt d'armes capable de décimer une division entière et organiser une diversion qui sauva des centaines de vies. Sa récompense, une mutation. Les médailles promises, disparues. Le rapport officiel, modifié. Le capitaine Denny Callot, qui n'était même pas présent, avait reçu l'honneur. Elle, on l'avait envoyée dans un bureau jusqu'à sa retraite. Le lendemain, de retour à l'académie, des rumeurs circulaient. Le général Barr restait plus longtemps. « Il cherche quelqu'un », chuchota un élève. « Quelqu'un du Vietnam. » Les mains de Regina tremblaient alors qu'elle poussait son chariot. Serait-ce possible? En astiquant les plaques en laiton près de l'administration, elle entendit Barr dire au directeur « Je la cherche depuis des décennies. Ils ont enterré son dossier, une femme noire qui dirigeait des soldats blancs vers la victoire. » Ça ne cadrait pas avec leur récit. Ces mots la transpercèrent. Elle n'avait pas rêvé. Quelqu'un l'avait cherchée. Quelqu'un se souvenait. Plus tard, alors qu'elle nettoyait le salon de réception avant une soirée de mécénat, Élisée entra nonchalamment. « Toujours là, tourneur, ce sol est dégueulasse. Recommence. » Le sol était impeccable. J'ai dit maintenant. Les donateurs regardaient, mal à l'aise, tandis qu'elle recommençait à laver le même endroit pour la 3e fois. « Voilà comment on maintient l'excellence ici, » leur lança Élisée. « Même le personnel de nettoyage doit viser la perfection. » Puis il ajouta « T'as raté une tâche, fille. » Le mot claqua comme une gifle. Malik entra au même moment avec des dossiers. Il s'arrêta net. « Mon commandant, elle est attendue ailleurs, » dit-il, la voix tendue. Le superviseur demande sa présence. « Élève Perrin, je ne t'ai pas interrogé, » siffla Élisée. « Avec tout le respect, elle a terminé ici. » Regina posa une main sur l'épaule du garçon. « C'est bon, » murmura-t-elle. Mais quand elle se redressa, sa posture changea. Une autorité oubliée se redressa dans sa colonne vertébrale. « Vous discutez librement avec cette femme de ménage, » maugréa Élisée. Regina le regarda droit dans les yeux. « Ma place, mon commandant, » dit-elle calmement, « ce n'est pas à vous de la définir. » Quelques heures plus tard, Malik était placé en révision disciplinaire. Regina pensa à démissionner. Elle rédigea même la lettre. Mais Malik lui rendit visite cette nuit-là. Son regard résolu la bouleversa. « Si on ne se lève pas, madame, dit-il, ils continueront à nous effacer. » 3 jours plus tard, son appartement fut vandalisé. Usurpation de gloire était inscrit en rouge sur sa porte. L'armoire avait été forcée. Ses médailles, ses photos, tout avait disparu. Regina resta debout dans les débris, les poings serrés. On l'avait réduite au silence une fois. Elle ne le permettrait plus jamais. Quand le général Barr revint le lendemain, accompagné de 5 anciens membres de l'escouade fantôme, Regina sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ses mains tremblaient, mais elle redressa les épaules. Barr, les tempes blanchies, s'avança, les yeux brillants. « Colonel Tourneur, » dit le sergent Morel, la voix tremblante, « on ne vous a jamais oublié. » Il la prit dans ses bras, puis la salua fermement. Derrière lui vinrent le caporal Langlais, voûté mais digne, puis le lieutenant Meignier, appuyé sur sa canne, suivi du caporal Harlow et du spécialiste Rivière. Un à un, ils s'approchèrent, la saluèrent, et l'appelèrent par son vrai grade. « Vous nous avez sauvés, » dit Meignier en larmes. « Ils ont enfoui la vérité. Mais nous, on est là pour la déterrer. » Un silence pesant emplit la pièce. Les jeunes cadets, qui n'avaient vu en Regina qu'une femme de ménage, restèrent bouche bée. Les membres du corps enseignant échangèrent des regards inquiets. Le colonel Archer, raide dans son uniforme, sentit le vent tourner. Une audience spéciale fut convoquée l'après-midi même, inédite par sa rapidité. Des caméras furent discrètement installées. Des officiers de toute la région furent appelés. Barr, en témoin principal, présenta une bande filmée, récupérée d'un ancien dépôt militaire. Les images granuleuses s'animèrent. Regina, à 29 ans, forte, assurée, donnant des ordres en pleine jungle. Les hommes l'obéissaient sans hésitation, traînant leurs camarades blessés dans la boue. Puis une séquence de débriefing. Elle, debout sous une tente, trempée de pluie et de sang. Objectif principal neutralisé. 9 blessés stabilisés. 2 équipes d'évacuation en approche. Route d'approvisionnement ennemie compromise. La salle resta sans voix. Vint le tour des témoignages. Morel raconta comment elle l'avait porté sur son dos malgré ses 2 jambes blessées. Sans elle,
dit-il, la voix rauque, je serais resté là-bas sous terre. Maigné parla de la bombe qu'elle avait désamorcée, sauvant la vie de Barr. Harlow raconta qu'elle avait refusé l'extraction tant que le dernier homme n'était pas monté à bord. Quand Élisée fut appelée, il haussa le menton. Si elle était vraiment cette femme, dit-il, elle se serait battue pour le faire savoir. On ne laisse pas un tel héritage sombrer dans l'oubli. Regina se leva. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle parla comme quelqu'un qui avait déjà survécu au pire. « Je l'ai fait, » dit-elle. « J'ai parlé, j'ai écrit, j'ai témoigné. Mes mots ont disparu, mes dossiers ont été classés, mes appels ignorés. Quand une femme noire dit la vérité et que le système est conçu pour ne pas l'entendre, que nous reste-t-il, sinon survivre en silence? Vous m'avez appris que le silence était ma seule arme. Mais le silence n'est pas la paix. C'est juste une autre guerre. » Le général Barr toussota. Il n'y a pas débat. Les faits parlent. Le Conseil vota à l'unanimité. Son dossier serait corrigé. Toutes ces distinctions lui seraient réattribuées. Elle reçut officiellement la Croix de la valeur militaire. L'Académie s'excusa et lui offrit un nouveau poste, conseillère spéciale sur l'équité historique. Élisée fut rétrogradée, mutée loin du commandement. Personne ne lui adressa la parole à son départ. 6 mois plus tard, sous le soleil du matin, Regina se tenait sur le terrain d'honneur de Saint-Vincent. Le vent soulevait les pans de son uniforme neuf. Ses médailles scintillaient. 3 rangées de reconnaissance. Sa famille l'entourait. Des amis de son ancien quartier à Marseille avaient fait le déplacement. Barr se tenait derrière elle. Derrière elle s'élevait le nouveau bâtiment tout en verre, baptisé simplement « Centre Regina Tourneur pour le leadership et la justice ». Elle s'avança. Les caméras crépitaient. La foule était immense, mais elle ne trembla pas. « J'ai passé des décennies dans l'ombre d'un système qui préférait le silence à la vérité, » dit-elle. « Mais je n'étais pas seule. J'ai porté en moi la force de celles et ceux qu'on a effacés. L'invisibilité vole plus que la reconnaissance. Elle vole la possibilité. Mais la vérité, même retardée, a du poids. Et elle finit par tomber. » Un silence suivit ces mots, plus éloquent que tous les applaudissements. Au premier rang, Malik, en tenue de cérémonie, salua. Elle lui rendit son salut. Sa voix était calme comme la pierre. On avait tenté de l'effacer. Désormais, c'est elle qui écrivait l'histoire.